le lendemain du coup d'État, où très rapidement, et là il faut le souligner très positivement, le gouvernement français a décidé d'accueillir des réfugiés, en particulier qui s'étaient réfugiés dans l'ambassade de France à Santiago, dont l'ambassadeur a joué un rôle tout à fait remarquable, monsieur, et sa femme, monsieur de Menton. La France a donné son accord pour accueillir des réfugiés. C'est ainsi que le 4 novembre 1973, c'est-à-dire 2 mois après le coup d'État au Chili, un premier avion est arrivé à Orly avec un premier contingent, ils étaient 24 à l'époque, de personnes qui avaient été sorties de l'ambassade de France. Nous étions, mon mari, André-Jacques et moi, à Orly ce jour-là avec des militants de France Terre d'Asile, et a commencé en plusieurs vagues l'arrivée de réfugiés en provenance du Chili, qui étaient composés à la fois de Chiliens menacés et aussi de réfugiés qui avaient fui le Brésil en particulier, mais aussi l'Uruguay ou l'Argentine, pour chercher une protection dans le Chili d'Allende, où ils avaient trouvé un endroit pour vivre. Avec le coup d'État, ils étaient particulièrement menacés, comme labellisés de gauche. Et donc, il y a eu toute une opération qui a été montée par le HCR, etc., pour permettre à ces réfugiés latino-américains au Chili de pouvoir partir, et puis bien sûr des Chiliens menacés. En ce qui concerne la France, tout au début du coup d'État, c'était encore la présidence de M. Pompidou, qui au départ n'a pas été très opposé à la dictature. Et puis quand même assez rapidement, il s'est avéré que ce coup d'État était quand même d'une part beaucoup plus violent que certains l'avaient pensé, et qu'il ne s'agissait pas du tout de faire une petite parenthèse militaire pour revenir à une démocratie comme certains l'avaient pensé et imaginé. Et donc, en plus, il y a eu en France des milieux de gauche, mais des milieux de droite, qui ont fait différentes pressions pour obtenir donc que le gouvernement français, relativement rapidement, dès la fin de l'année 73, donc, articule son accueil avec ce qui a été mis en place au niveau de l'ensemble des nations, de l'Office des réfugiés et de l'ONU. Et en particulier en France, la CIMAD a eu un rôle fondamental, d'abord parce que c'est le plus vieil organisme qui existait, que c'était un organisme qui avait déjà beaucoup d'estime dans différents secteurs différents de la population française. Et puis à l'époque venait de se former France Terre d'Asile, le syndicat de la magistrature, enfin tout un complexe d'organismes qui étaient très, très motivés par cette action qui était humanitaire mais qui était politique aussi. Et donc le gouvernement français, là, pour la première fois, a structuré vraiment un accueil, là c'est ce qui était raconté, c'est-à-dire non seulement des gens qui étaient contactés à travers l'Office des réfugiés des Nations Unies, la France acceptait de les recevoir, la France, les responsables français mettaient leurs responsabilités en jeu pour leur permettre de sortir du pays, le voyage en avion était payé, et là, très articulé avec la CIMAD et France Terre d'Asile, il y avait donc un accueil qui était prévu avec des lieux, parce que ça n'existait pas des lieux d'accueil des réfugiés. Même en France, la CIMAD n'avait qu'un pôle d'accueil qui est d'ailleurs à Massy, et qui servait plutôt pour des conférences. Il n'était pas prévu de loger les gens. Donc là, on a organisé au début un accueil un peu d'urgence, donc dans différents foyers, y compris dans des lieux qui servaient de lieux de vacances pour les comités des entreprises. Donc là, c'était hors période de vacances.
Et donc la CIMAD, France Terre d'Asile, ont accueilli dans des lieux pour un certain temps des gens pendant 3 mois renouvelables, et même il y a eu des renouvellements un petit peu au-delà, avec les gens étaient logés, étaient nourris, et puis au niveau du statut des réfugiés, donc les gens ont eu un passeport de réfugié en échange de leur passeport habituel, ça c'était la procédure, avec immédiatement l'autorisation non seulement de séjour mais de travail dans tous les secteurs où ils voudraient et dans tous les endroits où ils voudraient ou où ils pourraient, alors qu'à l'époque, quand même, surtout c'était après l'été 74, on avait même suspendu à un moment l'immigration de travail. Et puis on accordait que des permis pour 1 an ou pour 3 ans. Là, c'était tant que les gens, il n'y avait pas de nécessité d'aller faire renouveler tous les mois, ni même tous les ans ces papiers. Tant que la France estimait que le pays d'origine était un pays dictature, les gens étaient libres, étaient autorisés à séjourner en France, à y travailler. Donc, il y avait l'accueil, il y avait un encadrement, il y avait un statut administratif tout à fait ouvert, et donc c'est toute une série de structures qui se sont mises en place à l'époque. Devant tous ces besoins nouveaux, le gouvernement, une fois encore, a pris des dispositions très positives. Dès le début 1974, un comité a été organisé sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, de l'OFPRA et du HCR, et des agences, des ONG, des associations qui avaient déjà une expérience d'accueil des réfugiés, dont la CIMAD, le Secours catholique et le SSAE, et c'était essentiellement, et une organisation nouvelle qui s'était créée, qui s'appelait France Terre d'Asile. C'est à ce moment-là, et c'est très important de le souligner aujourd'hui, c'est en raison de l'arrivée assez massive de réfugiés, enfin d'exilés latino-américains, qu'ont été mises en place pour la première fois des formes de prise en charge par l'État de l'hébergement, de la santé et des cours de langue. Tout ça étant financé par l'État. Des centres d'hébergement ont été créés en région parisienne, mais aussi un peu dans toute la France, parce qu'il fallait loger. Et l'État prenait en charge des prix de journée et une petite aide financière pour survivre. En principe, c'était entre 3 et 6 mois, mais ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Il y en avait moins à l'époque, mais ça a été à l'origine de la création de ce type de centre. L'aide médicale gratuite d'urgence, là, et les cours de français, enfin des bons pour suivre des cours de français gratuitement. Ce triptyque-là a été mis en place dès cette époque, et la CIMAD a été tout à fait engagée dans cette coordination interassociative en coopération avec un gouvernement qui était bienveillant à l'époque. Je dirais que les temps ont changé, mais ça, c'est peut-être un autre sujet. La CIMAD disposait d'un lieu, un très beau centre, dans un parc, à côté d'un immeuble, d'une maison d'un ancien manoir, Fustel de Coulanges, où on avait construit dès les années 64 un grand bâtiment qui était à l'époque, c'était un legs à la CIMAD, qui a été à l'époque pour un accueil d'étudiants et un lieu d'échange d'étudiants du Sud, on disait le tiers-monde à l'époque, et de l'Est derrière Rideau de Fer. Voilà, c'était un centre d'accueil comme ça. Et à partir de 1968, mon mari, André Jacques, a été nommé directeur de Massy, avec commission de transformer ce centre, qui était un centre d'étudiants, un centre d'échange international pour étudiants, en un centre d'accueil d'exilés. Alors donc j'étais salariée de la Mission de France, c'est une institution de prêtres qui s'était créée dans les années
41, donc au début de la guerre. À une époque, ils ont été 800 prêtres quand même, hein, en France et à l'étranger, pas mal en Afrique aussi, beaucoup en Amérique latine. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il a été tout à fait naturel pour eux d'ouvrir une partie de leur maison de Fontenay, qui était leur maison mère, qui était leur séminaire, là où ils avaient leur évêque, etc., à des réfugiés chiliens, dès les lendemains du coup d'État, en fait. Et ça a duré pendant 14 ans. Donc les prêtres étaient là dans le quotidien. On partageait leur vie, on mangeait aux mêmes tables qu'eux. Ils avaient leur chambre là. Enfin, c'était séparé. Hein. Leur chambre était séparée. Leur chambre était dans le bâtiment principal et les réfugiés les familles réfugiées étaient dans un autre où il y avait, je sais pas, j'ai le plan quelque part, mais il y avait peut-être une vingtaine de chambres, dont certaines étaient 2 chambres. Il y avait les enfants d'un côté, lits superposés. Les parents, c'était petit, hein. Et puis ils avaient une cuisine où ils n'avaient le droit que de faire le petit déjeuner et le goûter. Mais pour les repas principaux, c'était en bas dans la salle à manger. Et ils devaient noter la veille qui serait là, qui aurait besoin d'un pique-nique, parce qu'il y en avait qui travaillaient, qui avaient besoin d'un pique-nique. C'était très familial, en fait. Nous habitions dans le foyer, mon mari et moi, et toute l'équipe CIMAD habitait dans le foyer. Et donc nous avons essayé de respecter au maximum cette double demande des réfugiés chiliens en particulier, mais plus largement des réfugiés. C'est à la fois un accompagnement pour qu'ils puissent trouver une place en France, puisque leur exil était en France, ils allaient rester un certain temps. Tous rêvaient de pouvoir rentrer bientôt, mais bon, pendant un certain temps, donc tout ce qui est de l'accompagnement pour essayer de comprendre ce pays, d'apprendre la langue, de comprendre comment ça fonctionne, d'avoir les papiers, etc. Et aussi de respecter et de reconnaître qu'il s'agissait de personnes qui avaient eu des engagements militants et pour qui la solidarité avec leurs camarades restés au pays ou leur famille restée au pays était une dimension très importante. Et donc nous avons essayé de toujours tenir ces 2 dimensions-là. Comment ça se traduisait dans le foyer de Massy? Ça se traduisait d'abord par une équipe très à l'écoute des histoires individuelles qui étaient toutes différentes, qui étaient des histoires pour certains très dramatiques. À une époque, au foyer de Massy, 17 personnes sur 100, le foyer contient environ 110, accueillait 110 personnes en même temps, 17 personnes avaient été torturées. On ne sort pas de période de torture indemne comme ça. Il y a des problèmes de santé, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qu'il faut reconstruire. Et tout ce qui demande de la patience, tout ce qui demande de l'écoute, tout ce qui demande de comprendre pourquoi des gens, de temps en temps, ont des comportements bizarres, etc. Donc voilà, il y a cet aspect-là, essayer de faire de ce lieu un lieu non seulement accueillant, mais sécurisant. Une sécurité humaine, voilà, on va dire solidaire, et puis aussi voilà, une sécurité de la part de gens qui avaient peur des militaires, qui avaient peur de la police, qui avaient peur parce que ils venaient de vivre des choses qui n'étaient pas faciles. Mon bureau était toujours ouvert, de toute façon j'étais là beaucoup, parfois la nuit. Une nuit mémorable au commissariat. Vous voulez que je vous raconte? C'était un réfugié chilien, je ne me souviens plus son nom, qui avait été en prison au Chili et torturé, enfin une histoire difficile. Et à l'époque, il réparait une voiture en dessous, il était encore au foyer, mais il réparait une voiture en dessous de l'appartement, pas loin du foyer, dans un immeuble qu'habitait déjà un réfugié chilien. Et la police était dans le quartier, la police courait pour chercher quelqu'un, qui n'était pas lui réparait tranquillement une voiture. Et il a eu le réflexe qu'avaient les gens, ça je l'ai su après, il a couru, voyant la police courir dans sa direction, il a couru en criant son nom, parce que c'était ça qu'il fallait faire à l'époque, pour que quelqu'un sache que c'était, quand les gens disparaissaient, que c'était vous. Donc il a crié, et puis évidemment il a couru en criant son nom, les autres, les policiers l'ont cru coupable, ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené au commissariat, et on m'a téléphoné, j'étais à la maison, et je suis allée, j'ai passé la nuit, parce que c'était... Parce qu'il voulait pas me... Enfin, j'ai expliqué l'histoire, j'ai expliqué, lui était en larmes, enfin c'était...
Et c'était une anecdote qui m'a beaucoup frappée parce que, comme quoi les souvenirs douloureux remontent et puis tout d'un coup on rechoppe les réflexes qu'on avait sous la dictature, puisque c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait un aspect aussi, bien évidemment, d'accompagnement à l'atterrissage en France. Massy a été pour certains le premier lieu où ils ont posé leurs valises. Après le grand ouf de soulagement de savoir qu'ils étaient en sécurité, là commence après le grand angoisse de qu'est-ce qu'on va faire dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue. On a été chassé, on a fui, ou bien on a été chassé de son propre pays, où des camarades continuent de lutter, où la famille est encore là, etc. Enfin, c'est pas facile du tout d'accepter cette réalité. Mais en même temps, il faut un minimum de réalisme qui consiste à dire vous allez rester dans cet endroit un peu privilégié pendant quelques mois, 6, 8 mois, enfin, certains sont restés un peu plus, mais à l'époque, la prise en charge, c'était 6 mois maximum. Et pendant ces 6 mois, il fallait apprendre le français, trouver un logement, trouver du travail, vous imaginez. C'était, voilà. Donc, aider, accompagner les exilés pour obtenir des papiers. Alors là, il faut dire que quand je repense à cette période et que je vois les difficultés que les demandeurs d'asile ont aujourd'hui, vraiment, on était dans une autre époque. C'était très facilité, c'était pas un problème. Il fallait faire les démarches, mais c'était pas un problème au début. Ça s'est beaucoup complexifié très rapidement après, mais à ce tout début, c'était pas un problème. Les papiers, c'était pas un problème. Par contre, tout le reste était à résoudre. Et donc, on a essayé d'accompagner voilà, cet atterrissage, je dirais, hein, dans la société française. Donc j'accueillais les gens, je leur expliquais comment ça fonctionnait. On accueillait à peu près entre 40 et 50 personnes, une quinzaine de familles, la plupart du temps avec des enfants. Donc il fallait, voilà, on les aidait, on leur fournissait d'abord le gîte, le couvert, la nourriture. On leur donnait un pécule par semaine. Ils devaient s'inscrire à des cours, enfin c'est nous qui les aidions à s'inscrire à des cours qui étaient donnés par la CIMAD d'ailleurs dans Paris à l'époque. Et puis ensuite, une fois qu'ils avaient un minimum d'apprentissage du français, ben, il fallait chercher du travail. Ils étaient censés rester 4 mois, ce qui était vraiment impossible en fait. Bon, la DAS nous donnait un prix de journée pour 4 mois, mais en général on prolongeait jusqu'à 6 mois, voire plus. Et ils étaient censés, dans ce temps record, apprendre le français, trouver un travail, trouver un logement, avec notre soutien bien sûr, puisqu'on avait tout à fait plein de réseaux qui fonctionnaient pour les aider à chercher du logement et pour chercher du travail aussi. J'ai gardé quelques exemplaires de courriers que j'écrivais à des employeurs, un hôpital par-ci, un directeur d'hôtel par-ci, selon ce que les gens faisaient et savaient faire. La vie au foyer, c'était aussi d'aider, enfin de demander très rapidement, ça faisait partie de la règle du jeu, du contrat, quand on est dans ce foyer, de participer autant que possible à la vie collective. Ce qui n'est pas toujours facile. La vie en collectivité, les premières frictions sont autour des repas. Et quand vous avez dans un même foyer des gens qui aiment le riz, d'autres qui aiment les pommes de terre, d'autres qui aiment le maïs, d'autres qui aiment épicé, d'autres qui n'aiment pas épicé, les odeurs de cuisine, etc., ça a été des points de crispation que nous n'avions pas imaginés. Hein, mais voilà, pour la question, par exemple, c'est juste un détail, mais il y avait l'organisation voilà, il y avait un terrain de volley qui a été très célèbre, aussi pour que les gens sortent de leurs préoccupations, etc., des tournois de sport, beaucoup de fêtes. Voilà, la musique latino-américaine a beaucoup occupé ce foyer. Moi qui y habitais, j'en ai eu jusque-là quelquefois, tard le soir. Et c'était pour essayer de reconstruire une vie
qui était un peu privilégié, parce que c'était un endroit qui était un peu privilégié, mais qui en même temps était, nous le souhaitions, un endroit où on pouvait commencer à se reconstruire. Les questions de santé aussi, c'était quand même assez présent, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient, ils étaient, entre guillemets, fatigués. Hein. Et au niveau santé physique et santé mentale aussi. Alors, la travailleuse sociale avec laquelle je travaillais, qui était une Colombienne. Avant, c'était une Chilienne, après, ça a été une Uruguayenne, et ensuite une Colombienne, Luz Helena Marulanda, qui était une femme formidable, qui avait été juge en Colombie à laquelle j'avais demandé, elle était passée par le foyer, et je lui avais demandé, voyant que c'était vraiment une femme débrouillarde et capable de prendre la place de travailleuse sociale. Donc elle avait une petite 4L de la Mission de France, et elle emmenait les gens chez le médecin. C'était elle qui était chargée de tout ce qui était santé. Elle allait à l'hôpital, il y a eu des accouchements, il y a eu, bon, voilà, il y a des choses normales, quoi. Et puis il y avait aussi tout ce qui était problèmes psychologiques, des gens qui arrivaient de prison, qui avaient été torturés. Donc on avait beaucoup contact avec un organisme qui s'appelle le COMED, Comité médical pour les exilés, qui est installé encore maintenant et qui fait du bon boulot dans les locaux de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Donc il y avait spécialement Olga, une psychologue argentine qui consultait, donc qui voyait les gens en espagnol, qui les accueillait. Donc elle venait sur place si vraiment les gens n'étaient pas capables de se déplacer, parce que c'était déjà compliqué pour eux, vu qu'ils étaient arrivés très perturbés. Et puis sinon, oui, elle venait sur place, Olga, et puis sinon les gens allaient là-bas. Cette reconstruction n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu tout un réseau de solidarité, et qui, je crois, maintenant, en 2023, nous sont riches d'enseignements sur les capacités que notre pays a d'accueillir bien, et dans la mesure où il y a une coopération entre les services de l'État, c'est leur responsabilité, les localités, les municipalités et le mouvement associatif et la société civile qui, elle, est beaucoup plus prête à l'accueil que ne le laisse croire un certain nombre de forces nocives dans notre pays actuellement.